Je vais donc vous parler de la découverte de l'individualité animale qui ne passe pas pendant un bon moment par les voies officielles, les voies savantes, qui vont être bloquées en gros jusqu'à la fin du XXe siècle. Hein, que ce soit en matière de théologie, alors une théologie largement matinée de platonisme ou d'aristotélisme, que ce soit en matière de philosophie, je vous ai mis le cas de Descartes évidemment, il n'y a pas d'individu chez lui, ou même chez les naturalistes, chez Linné, où l'espèce est le niveau de base et donc les individus ne comptent pas beaucoup. Et ce refus de l'individualité reste en place jusqu'au XXe siècle, fin XXe siècle, on peut même dire que le XXe siècle affirme encore plus que d'autres siècles, plus que la fin 19e, par exemple, avec l'école de Darwin, affirme beaucoup plus l'absence d'individualité. Et alors, devant ces voies officielles fermées, on se rend compte que le processus va passer par d'autres voies que finalement on laisse, que l'on laisse libres parce que le monde savant ne les juge pas sérieux. C'est essentiellement la littérature et on verra aussi l'art. Alors, que voit-on en matière de littérature? Eh bien, on voit apparaître à la fin du XVIIIe siècle des biographies animales, à peu près au même moment d'ailleurs qu'est formalisée la version moderne actuelle des biographies pour les humains. Ça commence en Angleterre dans les années 1780 et ça arrive très vite en France. Il y a très peu d'écart entre les deux. Et on voit se multiplier des ouvrages, dont celui-ci, vous voyez, je vous ai mis la première page. Le titre, c'est Les aventures d'un âne. Hein, l'âne n'est pas nommé, mais tout de même un âne. Et quand on lit le livre, en fait, on va à une véritable individualisation. Cet âne ressemble à tous les ânes, mais on voit bien quand même que le processus a pour but de, faire attention à une espèce, c'est-à-dire sortir de la vision l'animal où tous les animaux auraient les mêmes comportements. Là, on a un monde spécifique qui est celui des ânes, et puis raconter une histoire spécifique des aventures qui lui arrivent et qui l'individualisent. Alors, le comportement de cet âne n'est pas individualisé, mais on pourrait dire que son histoire commence à l'être. Et il va y avoir, aussi bien en France qu'en Angleterre, une véritable tendance à publier ce genre d'ouvrage. Alors, on a les mémoires d'un âne, les mémoires d'un cheval, les mémoires d'un rat, les mémoires d'une souris, d'un chat, etc. C'est extrêmement abondant et ça va aboutir à des biographies très célèbres. Je vous en ai mis deux dans les années 1860. La première, évidemment, Les Mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Alors, très anthropomorphisé parce que Cadichon raconte ses mémoires, hein, il écrit ses mémoires, il parle d'une manière humaine, mais il lui arrive quand même une histoire singulière. Et quand on regarde, quand on compare les conditions de vie de Cadichon avec, par exemple, de traités d'élevage de l'époque, eh ben, on se rend compte que c'est une bonne image de la condition des ânes au milieu du XIXe siècle. Au même moment, en Angleterre, vous avez l'apparition d'un autre best-seller, si on peut dire, hein, c'est le roman d'Anna Sewell, Black Beauty, c'est les aventures d'un cheval, qui a un succès absolument considérable. Et on est là vraiment à l'apogée de ces biographies anthropomorphisées, mais qui vont jouer un rôle extrêmement important pour que la population, la société se mette à réfléchir à la possibilité de capacité du côté des animaux et à la possibilité d'individualisation. Alors, je ne l'ai pas mis, mais à la même époque, vous avez aussi en Italie le roman d'Ida Baccini qui s'appelle Les Mémoires d'un poussin et qui a un succès considérable. Et tous les Italiens apprennent à lire et à écrire dans Les Mémoires d'un poussin jusqu'à l'entre-deux-guerres à peu près, hein, jusqu'aux années 30. Alors, ça, ce sont des biographies d'animaux fictifs
biographies très anthropomorphisées, mais qui ont quand même un intérêt. Parallèlement, on voit apparaître des biographies concernant des animaux réels. Alors, les premiers animaux réels, fin 18e, début 19e, ce sont des animaux célèbres du passé. Alors, évidemment, leur biographie est en grande partie romancée, hein, puisque ce sont des animaux d'autrefois pour lesquels on n'a pas forcément beaucoup de documentation. Mais on voit apparaître aussi des animaux, on pourrait dire, communs. Et l'un des exemples, c'est Alexandre Dumas, qui publie donc au milieu du 19e siècle ce livre, Histoire de mes bêtes, dans lequel il parle des animaux qui ont vécu autour de lui, notamment il parle beaucoup du chien Pritchard, et on peut reconstituer la vie de ces individus. Et là, on est vraiment dans un témoignage sur une singularité animale, sur un chien très particulier qui a un comportement particulier, etc., etc. Alors évidemment, ça reste encore en partie anthropomorphisé, mais on voit bien que là, il y a une démarche supplémentaire. On voit apparaître aussi à la fin du 19e siècle des biographies d'animaux fictifs, mais qui se veulent scientifiques. Et là, on pourrait dire la troisième étape. On a par exemple le cas de Red Fox, qui est un énorme succès aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et c'est l'histoire donc d'un renard, un renard fictif inventé par l'écrivain, mais cet écrivain s'appuie sur ce qu'on appelle l'histoire naturelle de l'époque, la zoologie de l'époque, pour donner à ce renard des comportements que l'on pense vrais ou que l'on a pu vérifier. Il y a donc là une volonté de réalisme, volonté supplémentaire. Hein. Et là, évidemment, vous voyez qu'on arrive aussi aux animaux sauvages, alors qu'auparavant, on avait surtout des animaux. Il peut y avoir les mémoires d'une souris ou d'un rat, mais c'était quand même largement des animaux domestiques. Et cette apparition de biographies, on pourrait dire teintées de science, permet justement d'ouvrir à d'autres animaux pour lesquels on n'a pas de témoignages, pour lesquels les hommes ne sont pas à côté. Ça va aboutir à des recherches iconographiques, pas iconographiques, pardon, des recherches textuelles, hein, sur les manières d'écrire, et on voit apparaître ça dans le premier tiers du 20e siècle. Je vous en ai mis quelques exemples. Hein. Il y a le Terrier de Franz Kafka, hein, où il parle, alors c'est évidemment anthropomorphisé parce que l'animal parle, où il écrit, hein, mais il n'empêche qu'il y a la volonté chez Kafka d'essayer de trouver un autre regard, de décentrer le regard de l'écrivain, du lecteur, et finalement d'essayer de se mettre dans la peau de l'animal en question, dont on ne sait pas trop qui il est, mais il y a quand même des recherches et des passages extrêmement intéressants sur l'utilisation de l'écriture pour essayer de passer dans le monde de cet animal. Alors évidemment, un homme ne peut pas devenir un rongeur, par exemple, hein, c'est une tentation, c'est une tendance, on va vers, on essaye, hein, et c'est très intéressant parce que c'est aussi une tentative de sortir d'un anthropomorphisme trop fort en essayant de décentrer du côté de l'animal, de sortir d'une rédaction classiquement humaine. Un autre exemple, c'est celui de Conrad, Joseph Conrad, avec Jerry, chien des îles, qui raconte donc l'histoire d'un chien, pardon. Et ce qui est intéressant dans son livre, c'est la tentative de trouver une écriture. Mais elle a une écriture en inventant des mots, en inventant des expressions, en inventant une manière d'écrire pour, c'est la même tendance, essayer de décentrer le lecteur, essayer de le faire passer dans le monde canin.
Alors là aussi, c'est un chien qui est individualisé par son histoire, mais qui est individualisé aussi par son comportement, parce que Conrad essaye finalement de... Il se veut éthologue, hein, mais il ne partage pas l'éthologie canine de l'époque, il juge beaucoup trop réductionniste, qu'il n'accorde pas son avis à cette capacité aux chiens, et donc il essaye d'observer les chiens, ces chiens, et d'en tirer une espèce d'ethnologie. Et alors, il y a beaucoup d'erreurs, mais il y a aussi des intuitions extrêmement intéressantes. Et ça montre qu'on peut avoir chez des littéraires, comment dire, des préparations ou des apprentissages d'éthologie qui vont ensuite se diffuser dans le public et on va le voir se diffuser aussi chez les savants. Deux autres exemples très célèbres, tous de la même époque, on est dans l'entre-deux-guerres, hein. C'est donc Kipling qui fait les mémoires de son chien. Là, c'est son chien, c'est un peu comme Pritchard avec Alexandre Dumas, mais pareil, Kipling essaye de se passer dans la peau du chien, de se mettre à la place du chien, et donc il y a la volonté d'une individualisation, avec là aussi des essais d'invention, d'écriture, dont le but n'est pas de faire parler le chien, c'est pas de découvrir un langage du chien. Le but, en fait, c'est un artifice d'écriture. Le but est de perturber le lecteur pour l'aider à penser que le monde d'un chien est un monde différent que celui de l'humain, alors que chez la comtesse de Ségur, avec un cadichon qui écrit très bien d'une manière extrêmement classique, eh bien, évidemment, il y a une homogénéité totale, une unité totale entre l'univers de cadichon et l'univers du lecteur. Là, le lecteur est, comment dire, perturbé et donc a l'impression qu'il rentre ou il touche un autre monde, une autre individualité. Je termine avec sans doute l'ouvrage le plus intéressant, c'est Virginia Woolf, le plus abouti, hein, sa biographie de Floch. Floch est un chien des années 1850 et Virginia Woolf là fait un véritable travail et d'historienne et d'écrivain. Travail d'historienne parce qu'elle va se servir des lettres de la maîtresse de Floch, la correspondance de la maîtresse de Floch pour reconstituer l'histoire de Floch, et travail d'écrivain parce qu'elle aussi essaye de passer du côté du monde de Floch. Alors, elle y arrive plus ou moins bien, il y a encore pas mal d'anthropomorphisme, mais elle a des pages absolument remarquables. Par exemple, lorsque sa maîtresse et Floch partent en Italie, Floch est dans le train avec sa maîtresse, dans un panier en soute, et elle raconte le voyage vu par Floch et elle insiste beaucoup sur les éclairs de lumière, sur les bruits, pour décrire le voyage. De la même manière, lorsque Floch et sa maîtresse visitent Rome, ou Florence, je ne me souviens plus, eh bien, elle ne le fait pas par la vue, comme pourrait le faire la maîtresse, elle le fait par les odeurs. Elle fait la description de la ville est guidée par les odeurs et donc elle essaye de se mettre, de montrer que Floch est quelqu'un, enfin un être particulier. Et là, il y a évidemment une recherche tout à fait, elle a quelques pages qui sont absolument remarquables. Alors, il n'y a pas que les littéraires qui ont fait ça. On trouve aussi ça du côté des artistes. Vous avez par exemple le photographe Battu. Battu est un photographe dans le Midi de la France. Il y a un musée Battu d'ailleurs dans le Midi de la France. Et Battu est un photographe qui aime beaucoup l'invention. Il a inventé la photographie aérienne et il a l'idée à propos des animaux de se mettre à leur niveau. Et vous voyez là par exemple pour le chien, eh bien, l'appareil de photo est en bas de l'escalier alors que le chien est en haut, ce qui fait qu'on a une impression d'égalité. Et ces photographies permettent ainsi d'insister sur l'individualité de ce chien. On ne le voit pas d'en haut,
on le voit vraiment à notre vue. Et d'autres photos de chiens nous les présentent par terre couché, mais à ce moment-là, si le chien est par terre couché, l'appareil photographique est lui-même par terre. Et donc, il y a une idée là aussi de passer dans le monde du chien et de s'apercevoir finalement qu'il y a un monde différent et des individualités. On retrouve ça aussi en peinture, par exemple, chez des peintres allemands comme Otto Diehl ou Max Slevot, qui, par exemple, tous deux, l'un dans les années 1890, l'autre dans les années 1920, vont faire des peintures de jardins zoologiques où ils placent le spectateur à la fin de la cage, au fond de la cage. Et le spectateur, donc, finalement, devient tigre avec les tigres. Il y a ensuite les barreaux, le public et puis le jardin zoologique. Et là, évidemment, c'est un moyen de projeter l'humain du côté de l'animal et s'apercevoir qu'il y a une vie animale et des individualités animales. Évidemment, là, le spectateur fait attention à ces deux tigres, alors qu'il ne le ferait pas avec une peinture beaucoup plus classique, si le peintre était dans le public et s'il y avait d'abord les barreaux, puis au loin les deux tigres. Alors, cette idée va même aller plus loin avec Franz Marc. Franz Marc est un peintre allemand qui est mort à Verdun, à la bataille de Verdun en 1916, et qui s'intéressait beaucoup aux animaux, qui faisait beaucoup de peintures d'animaux dans la nature. Et on connaît très bien sa démarche parce qu'il a beaucoup écrit. Et dans les années 1910, début des années 1910, il se dit, mais je ne peux pas représenter le paysage tel que moi je le vois. Je dois le représenter tel que les animaux le voient. Alors il va avoir toute une démarche pour se demander comment les animaux voient. Je laisse de côté. Et il arrive, par exemple, à ce tableau remarquable que vous avez à gauche, qui s'intitule « Voilà comment mon chien voit le monde ». Et vous avez cette approche d'un monde géométrisé. Alors il est évident, c'est à peu près évident qu'un chien ne voit pas le monde comme ça. C'est une invention de Franz Marc, mais l'intuition est évidemment absolument géniale parce qu'il y a l'intuition que chaque espèce finalement voit le monde à sa manière, voire même chaque individu voit le monde à sa manière. Voilà comment mon chien voit le monde. Ça suppose que d'autres chiens peuvent voir le monde autrement. Alors, il va aller très loin, puisque si vous regardez le tableau de droite, à un moment, il va se dire, mais je ne peux pas représenter l'animal tel que je le vois, il faut que je le représente qu'il se voit. Et il va géométriser l'animal et le paysage, et vous avez, ce tableau s'appelle « Chevreuil dans une forêt ». Nous, on ne voit plus rien. C'est un paysage totalement géométrisé, mais avec l'idée tout à fait importante que le monde animal ou le monde des espèces, un chevreuil ne voit pas le monde comme un chien, eh bien, on a là une manière de faire totalement différente de l'humain, tout aussi intéressante, mais très différente. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment ces réflexions artistiques littéraires vont influencer les scientifiques. Le premier exemple, c'est Jacob von Uexküll qui publie en 1934 un livre très important, Mondes animaux, monde humain. Et alors je passe sur la photographie, enfin le dessin en couleur. Le plus important, c'est ça, ces 4 dessins très importants qui ont eu beaucoup d'influence, qui montrent tout en haut à gauche la vue d'un village vu par un humain. Bon, en bas, je passe vite, c'est vu par un humain mais à travers une grille. Mais en haut à gauche, vu par une mouche. Et on retrouve l'idée de Franz Marc d'un monde qui est vu d'une manière différente. Et le plus intéressant, c'est celui du bas, la même rue vue par l'œil d'un mollusque. Alors on voit là à quel point von Uexküll est vague, parce que tout son livre soutient la thèse que chaque espèce voit le monde à sa manière. Et puis là, il nous présente même pas quel est le mollusque en question. C'est un mollusque, sous-entendu, tous les mollusques
Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'il aboutit à un paysage géométrisé exactement comme Franz Marc. Alors, est-ce qu'il connaissait Franz Marc? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit bien que le travail sociétal fait par les écrivains, fait par les artistes, etc., est antérieur au travail scientifique. Et que manifestement, il l'a sûrement nourri par des voies. Alors, il faudrait pouvoir interroger maintenant von Uexküll, ce qui n'est plus possible, mais nourrit ces scientifiques par des voies diverses et variées. Alors, il ne faut pas penser qu'à la littérature et à l'art, il faut penser aussi aux médias de masse, aux arts de masse, et notamment les dessins animés, la bande dessinée, qui sont extrêmement importants au XXe siècle et qui vont jouer un rôle absolument fondamental. Je vous ai mis l'exemple de Pif et Hercule. Alors, on est dans l'anthropomorphisme, puisque Pif marche comme un humain, il parle, etc., etc., il a des mains, mais on est aussi dans une individualisation de ces animaux. Pif a un caractère particulier, Hercule, évidemment, a un autre caractère. Individualisation qui va jouer un rôle chez les scientifiques. Alors là, on a un témoignage, c'est celui de Stanley Coren, qui est un éthologue américain, qui a travaillé sur les chiens et qui a publié ce livre, je vous ai mis la version française, Comment parler chien. Et dans son introduction, il avoue, c'est très rare que des éthologues avouent ça, il fait une espèce d'introspection personnelle, il avoue qu'il a été fortement influencé par cette littérature, notamment par le roman Lassie, chien fidèle, et que ça l'a poussé à s'intéresser aux chiens et à consacrer sa carrière aux chiens. Alors, non pas pour faire de l'anthropomorphisme, non pas pour appliquer sur les chiens les capacités avancées dans Lassie, chien fidèle, mais il est parti de la question en se disant, mais est-ce que les chiens n'ont pas plus de capacités que ce que leur attribue l'éthologie officielle? C'est-à-dire que c'est cette littérature finalement populaire qui l'a conduit à se méfier de l'éthologie officielle et d'aller chercher autre chose. Et il est arrivé comme beaucoup d'éthologues canins, il est arrivé aux mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'il y a de fortes capacités, il y a de fortes individualités chez les chiens. Il l'a fait sans anthropomorphiser, sans faire ce qu'on a dans Lassie, chien fidèle, mais on voit bien comment cette littérature a pu influencer dans le bon sens, on pourrait dire, puisque ça ne l'entraîne pas à faire l'anthropomorphisme, mais ça l'entraîne à se poser des questions. Et ce n'est qu'après qu'arrivent les éthologues à la notion d'individu. Pour que les éthologues arrivent à la notion d'individu, il faut attendre les années 50 au Japon, avec l'affaire du macaque, de la macaque japonaise Imo, qui apprend à tremper ses patates douces dans l'eau douce, puis dans l'eau salée, et qui diffuse petit à petit son invention culinaire dans sa famille, puis dans la tribu, puis dans d'autres tribus, ce qui fait que maintenant, vous avez des tribus de macaques qui trempent leurs patates douces et d'autres qui ne le font pas. Autrement dit, on a vu se créer en direct une invention culinaire, une culture culinaire venant d'un individu. Et il faut attendre les années 60 pour, en Occident, notamment, alors on pourrait parler de Diane Fossey, mais c'est aussi le cas de Jane Goodall, qui lorsqu'elle va étudier les chimpanzés, comprend qu'elle ne peut pas bien analyser la sociabilité d'un groupe si elle ne distingue pas les individus, si elle n'apprend pas à les distinguer. Et alors elle commence à présenter cela dans son premier livre, là, qui est un livre grand public, Les chimpanzés et moi, mais dans sa thèse scientifique, qui date des années 80, sur les chimpanzés de Gombe, eh bien, elle termine une série de biographies pour montrer l'individualité de ces animaux et l'importance de leur individualité. Alors, quand le livre sort, la notion d'individualité dans les années 80 en éthologie, elle est encore très faiblement admise.
Et le livre de Jane Goodall là-dessus n'est pas suivi. Hein. Il faut attendre en fait beaucoup plus, il faut plutôt attendre les années 90, même 2000 pour que la notion d'individu se développe. Mais on voit bien que les éthologues arrivent finalement en dernier. Hein, et après que la notion se soit développée dans la société par des voies autorisées, jugées faibles, jugées sans intérêt, mais on voit bien que c'est par là que toute une société occidentale a travaillé la notion d'individualité, et finalement, ces éthologues arrivent dans un terrain préparé. Je pense que si le terrain n'avait pas été préparé, il ne serait pas arrivé comme ça à la notion d'individu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est de là, à partir des découvertes des éthologues, le phénomène va repartir dans l'autre sens. C'est-à-dire que les découvertes des éthologues vont permettre tout un travail en philosophie, en anthropologie et dans d'autres disciplines sur l'animal singulier, sur l'individualité animale. Et ça va entraîner aussi tout un travail en matière de littérature et en matière de réflexion sociale. Et ce colloque en est un témoin, hein, puisqu'il y a la volonté aussi de réfléchir à l'individualité juridique. Eh bien, on voit que cette fois-ci, on est dans l'autre sens, c'est-à-dire que la science nourrit maintenant, depuis une vingtaine d'années, nourrit en sens inverse les autres sciences, la société, la littérature, les arts, etc., etc. Et là, on a donc finalement un des courants, une des histoires qui permet de comprendre pourquoi on discute de l'individualité animale ou des droits des animaux, par exemple, dans ce colloque. Eh bien, le premier courant, c'est l'individualisation. Le deuxième courant, dont je n'ai pas parlé, mais il en a été fait état, c'est la sensibilité croissante à la souffrance et à la douleur, dont une première étape a été la création de la SPA, la création de la loi Grammont 1850, etc. Et je dirais, il y a un troisième point important que je mentionne juste là maintenant, pour terminer, c'est le fait aussi qu'on est en train de changer de vision du monde sous l'impulsion de la génétique. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une vision pyramidale qui nous avait été imposée par les philosophies grecques et reprise par la version majoritaire du christianisme, et de la reprise par la science et la philosophie occidentale, et de cette vision pyramidale qui plaçait l'homme tout en haut et les animaux sous les étages en dessous n'avaient que des capacités réduites et de plus en plus réduites. On passe est une branche avec sa singularité, avec sa richesse sur sa branche, et les autres espèces sont sur leur branche avec leur singularité et sur leur richesse, avec leur richesse, et qu'il faut les interroger d'une manière, comment dire, désanthropisée. Hein, il ne sert à rien d'aller interroger les animaux avec un concept humain de l'intelligence ou un concept humain de l'émotion ou de la douleur. Et de la même manière, il faudrait désanthropiser le droit, le sortir de sa version strictement humaine pour aboutir à un droit beaucoup plus large. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait à peu près, si je suis dans les temps. Vous êtes tout à fait dans les temps. Il vous reste même encore un petit peu de temps si jamais vous souhaitez ajouter des choses. Alors, on pourrait. Alors, je vais terminer avec ça. Hein, Oui. je pensais que j'étais un peu en retard, donc j'avais laissé de côté. Hein, la nécessité de repenser les notions d'individu, de personne, de sujet. D'autant plus que jusqu'au XVIIe siècle, ces notions étaient assez larges et pouvaient finalement s'appliquer aux animaux. La notion d'individu jusqu'au XVIIe siècle, c'est l'unité indivisible, un cas unique et particulier, un être distinct. On peut avoir ça pour les animaux. Et en fait, qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? C'est l'effet du cartésianisme, de la révolution scientifique, de la rationalité. Ces trois concepts, les dictionnaires le montrent, hein, ces trois concepts vont être repliés sur l'humanité. L'individu, ça sera un être distinct humain. Hein. Sujet, c'est un humain faisant des choix, etc., etc.
Et ce repli donc sur l'humanité de ces trois notions va durer finalement jusqu'à la fin du 20e siècle, début 21e siècle. Mais de nos jours, on pourrait très bien, et il faut, réélargir les définitions de ces concepts. Et par exemple, on peut proposer qu'un individu, c'est celui qui a des traits singuliers. Donc à ce moment-là, on a des individus chez les animaux. Une personne, c'est celle qui a des conduites particulières, c'est la même chose. Sujet à des préférences, des choix, à des stratégies. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a, si on véhicule, si on adopte cette définition, il y a beaucoup de sujets pour les espèces animales. Il y a plein d'espèces animales pour lesquelles on peut dire que leurs individus sont aussi des sujets. Voilà, j'ai peut-être fait mon temps. Eh bien, écoutez, oui, si vous souhaitez encore ajouter un petit mot, vous avez 2 minutes pour conclure, monsieur le professeur. Je vais revenir sur ces trois aspects qui me semblent très importants pour comprendre notre situation actuelle, c'est-à-dire la découverte de l'individualité par la littérature, la découverte de la souffrance et de la douleur qui a été longtemps refusée, qui était longtemps un débat, mais depuis les années 90, on sait mesurer la douleur et la souffrance, et ça clôt le débat. Hemingway pouvait soutenir encore dans Mort dans l'après-midi qu'un taureau estoqué a moins mal qu'un homme qui se fait une entorse. Il n'y avait aucune preuve des deux côtés. Maintenant, ce n'est plus le cas, et évidemment, ça change tout dans l'approche du monde animal. Or, on sait, Georges Chapoutier l'a dit, que maintenant, on sait que les poissons connaissent la douleur, des mollusques connaissent la douleur, on le prouve de plus en plus dans toutes les espèces. Et le troisième fait important sur lequel j'insiste beaucoup, parce qu'il n'est pas encore bien pensé, c'est ce passage de la pyramide au buisson, qui est en train de se faire. Alors, les généticiens nous montrent ce schéma du buisson, c'est une vision qui vient de la génétique, mais on voit très bien comment, sans même la connaître, vous avez des gens qui sont en train de passer, à force de réflexion, de cette pyramide au buisson. Autrement dit, ce n'est pas simplement la génétique qui impose cette vision-là, même si elle l'approuve, on pourrait dire, entre guillemets, mais c'est toute une société qui est en train de passer. Je pense notamment à Frans de Waal. Quand on regarde les écrits de Frans de Waal sur une vingtaine d'années, il y a 20 ans, il était tout à fait dans cette vision pyramidale, et il voyait bien que ce qu'il voyait sur les chimpanzés ne correspondait pas. Donc, il essayait de pousser les cloisons, d'aménager le système, etc. Et dernièrement, lors d'un numéro de la recherche sur l'intelligence des animaux ou les intelligences animales, dans son introduction, ça y est, on voit qu'il est passé d'un monde à l'autre. Il a abandonné cette vision pyramidale pour une vision buissonnante. Et ce qu'il découvre, ce qu'il a montré, ce que d'autres primatologues montrent, eh bien, correspond mieux, marche bien dans cette vision buissonnante, alors qu'il y avait des problèmes dans la vision pyramidale. Voilà.